session des chefs d'État sans le Mali. La CEDEAO s'est réunie ce jour à Accra. Sécurité, ouverture des frontières, résilience au Covid. Plusieurs sujets étaient inscrits au menu de la rencontre. Nous retrouvons dans un instant notre envoyé spécial pour les détails. Plus proche de nous et dans notre quotidien, les œufs de pintade. Très prisé et accessible, habituellement, l'aliment connaît depuis quelques années une flambée des prix. Une de nos équipes est allée à la rencontre des vendeurs. C'est à suivre dans une poignée de minutes. Aveugle et violoniste, c'est possible. Il se nomme Sibi Zongo. Il est détenteur d'un riche héritage culturel. Nous serons à Koudougou pour rencontrer celui qui fut Koundé de la meilleure inspiration traditionnelle. Et c'est ce que nous allons voir avant la fin de cette édition. Ce sont les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Des nouvelles du séjour du chef de l'État à Accra au Ghana. Aux côtés de ses pairs, Roch-Marc Christian Kaboré a assisté à la 59e session de la CEDEAO. Plusieurs sujets d'actualité étaient inscrits au programme des échanges. L'on retient que pour l'instant, la Commission se tient prête et n'attend que les orientations des chefs d'État pour s'exécuter. Retrouvons Dramana Dadian. Le Mali, suspendu des instances de la CEDEAO depuis le 31 mai dernier, ne participe pas à cette 59e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs sont ici à Accra, aux côtés du chef d'État de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, président en exercice de la CEDEAO, pour des solutions communes aux maux qui minent l'espace communautaire. La question sécuritaire reste encore, malheureusement, une préoccupation pour notre région. Malgré les efforts importants engagés au niveau de chacun des États membres, particulièrement ceux de la ligne de front, à savoir le Burkina, le Niger, le Mali et le Nigeria, les attaques terroristes ont augmenté de manière significative. La mise en œuvre du plan d'action régional de lutte contre le terrorisme, que vous avez adopté en septembre 2019, a démarré. Au plan sanitaire, malgré la stabilisation du nombre de contaminations, la pandémie à Covid-19 reste toujours un défi. Tous les États membres ont démarré leur programme de vaccination grâce aux acquisitions de vaccins directement par les pays ou par l'initiative, à travers l'initiative COVAX. La crise sociopolitique au Mali reste une préoccupation, compte tenu des risques d'instabilité, non seulement pour ce pays, mais pour toute la sous-région. Les dirigeants ouest-africains se concertent donc avant de donner suite aux différents rapports de la Commission de la CEDEAO soumis à leur appréciation. Les Nations Unies, la francophonie, l'Union africaine réitèrent leur engagement à soutenir l'institution ouest-africaine pour relever les défis de sécurité et de développement. La résilience au Covid-19 et la réouverture prochaine des frontières terrestres devraient permettre, selon la Commission de la CEDEAO, d'atteindre les prévisions de croissance économique de l'ordre de 3,4% pour l'année 2021. Pendant ce temps, le dialogue politique opposition-majorité se referme à Ouagadougou. Un seul point consensuel sur les nombreux sujets à l'ordre du jour. Il s'agit de la prolongation de la validité de la carte d'électeur jusqu'en décembre 2022 pour couvrir les municipales. Sur le vote au suffrage direct des conseils territoriaux, les deux partis se sont donné rendez-vous le 3 juillet prochain pour validation des propositions. Gérard Sommet et Dramana Guéné. C'est la fin du deuxième dialogue politique, mais les acteurs parlent de points d'étape. La quasi-totalité des points à l'ordre du jour n'ont pas eu de conclusion consensuelle. Le CEFOP et la majorité ont alors opéré une suspension des travaux pour mûrir les réflexions sur certains sujets et se retrouver le 3 juillet prochain. Le consensus étant le seul mode d'adoption des recommandations. C'est cette préoccupation qui nous a amenés à différer, par exemple, l'examen de l'introduction du suffrage universel dans l'élection des présidents des conseils de collectivité. Les autres points, nous les avons abordés. C'est la question du vote des Burkinabés dans les zones à fort défi sécuritaire. C'est la révision des dispositions relatives à
l'enrôlement des électeurs, et c'est les documents de votation, et c'est la question du nomadisme politique et la question de la campagne déguisée. Sur tous ces points, nous avons échangé et nous en sommes venus à la position qui nous a amené à désigner 4 camarades qui vont retravailler sur ces questions pour que nous ayons des positions définitives le 3 juillet prochain. Le seul point consensuel du dialogue politique, c'est la prolongation de la validité des cartes d'électeurs. Ce, pour permettre aux électeurs de voter pour les municipales de 2022. Comme nous avons eu à repousser les élections municipales à venir pour l'année prochaine, nous demandons à ce que l'État prenne en compte le fait que la classe politique demande que nous puissions à nouveau demander que les cartes d'électeurs, la validité de ces cartes-là va être portée au 31 décembre 2022. Pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. D'autant plus d'ailleurs que l'ensemble de ces faits ou ces actes qui ont créé les déchirures trouvent parfois leur source dans des décisions purement politiques. Il y a aussi d'autres points soulevés par l'opposition qui n'ont pas été retenus. Le CEFOP demande la tête de certains membres du gouvernement. C'est vrai, ce n'est pas honorable pour nous de dire qu'on ne s'est pas entendu sur certains points, mais c'est également juste de porter à votre connaissance que sur certains points, nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue. Notamment sur le plan sécuritaire, c'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés, nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Le quota genre. La loi n'est pas suffisamment appliquée aux élections générales de 2020. Seulement 16 femmes sur les 27 députés sont à l'Assemblée nationale. Le dialogue politique appelle alors les partis politiques à revoir leur copie. Le Conseil régional des Hauts-Bassins, lui, fait le bilan de ses 5 années de mandat. Un bilan qui se fait dans la proximité avec les populations au travers de journées portes ouvertes. Du 17 au 19 juin, plusieurs activités ont été menées, comme des projections, des panels et du sport. Le lancement officiel avec Lamine Karantao et Kadoko Menki. Le président de l'Assemblée nationale a accueilli en grande pompe. À la tribune officielle, plusieurs personnalités ayant effectué le déplacement du Conseil régional des Hauts-Bassins à l'occasion des journées portes ouvertes de l'institution. Une cérémonie couplée à celle de la journée de redevabilité placée sous le thème 5 ans de mandat du Conseil régional des Hauts-Bassins, bilan et perspectives. Nous sommes la région phare par excellence pour l'agriculture. Curieusement, nous sommes la deuxième région aussi pour l'élevage. Après le Sahel, c'est le Haut-Bassin qui a le plus d'animaux d'élevage. Et vous connaissez que nous sommes aussi la région où il y a tous les fruits et légumes. C'est dire que nous pouvons nourrir tout le reste du Burkina si les moyens nous étaient donnés. Et nous allons justement voir avec le gouvernement la possibilité de faire en sorte que les prochains conseils régionaux puissent avoir les moyens pour booster le développement et de la région et du Burkina. L'occasion fut belle pour passer à la loupe les différentes réalisations engrangées au profit du développement de la région. Un exemple de redevabilité salué ici à sa juste valeur. Et donc pour moi, c'est l'occasion de féliciter le président du conseil régional et l'ensemble des conseillers de la région pour ce qui nous a été donné de voir. Parce que tout à l'heure, nous avons suivi les réalisations qui ont été faites par le conseil régional,
Et nous souhaitons en tout cas que les autres conseils régionaux puissent emboîter le pas du conseil régional des Hauts-Bassins. Je souhaite en tout cas longue vie à monsieur le président Koussoubé, que je disais tantôt, j'appelle affectueusement papa, parce que c'est nos valeurs aussi en Afrique. Quand la jeunesse s'exprime bien, c'est qu'il a reçu les bénédictions des aînés et des parents. Donc au-delà de la compétence technique, en Afrique, on sait magnifier aussi le droit d'aînesse. Pour son engagement au service du développement local, le président du Conseil régional des Hauts-Bassins reçoit ici la médaille du commandeur de l'ordre de l'étalon. 14 autres personnes, dont une morale, voient également leur mérite reconnu et reçoivent des médailles d'honneur des collectivités locales. Les journées portes ouvertes du Conseil régional des Hauts-Bassins sont aussi des journées mises à profit par les différentes entreprises de la place, venues faire découvrir leur expertise au public. Du sang pour sauver des vies, on ne cessera jamais de le dire. Et chaque 14 juin, le message est rappelé au monde entier pour éveiller les consciences. Ce 19 juin, c'est en différé que cette journée a été commémorée à Gawa, dans le sud-ouest, avec un hommage aux particuliers et associations engagées dans le sacerdoce, Kassoum Tony et Lambert Assoma. Faire connaître le besoin en sang et en produits sanguins sûrs et sensibiliser à la contribution essentielle des donneurs de sang bénévoles au système de santé nationaux, voici l'objectif visé à travers la célébration de cette journée mondiale du donneur de sang. Nous lançons un appel à tous les Burkinabés, ceux qui ont la possibilité de pouvoir donner du sang, de le faire, parce que ça sauve des vies. Lorsqu'il est question de donner du sang, il n'est pas question de sang d'un musulman ou d'un chrétien. Il n'est pas question de sang d'un Mossi, d'un Peul ou d'un Dagara. Il est question de sauver une vie. Comme on l'a dit au Burkina Faso, ça ne se vend pas, ça ne s'achète pas. Ici à Gawa, le ministre de la Santé a rendu un vibrant hommage aux donneurs de sang et associations qui, par leurs gestes, permettent à de nombreuses personnes de vivre. Donner son sang, c'est donner la vie. Donner son sang, c'est sauver l'humanité. Donner son sang, c'est permettre au cœur du monde de continuer à battre. Donc aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'engagement des donneurs et surtout des associations bénévoles et des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. L'activité du don de sang, ce n'est pas une activité qui est rentable sur le plan économique, calculer de l'argent sur l'investissement. Cette année, le thème est « La sécurité du sang sauve des vies ». En adéquation avec ce thème, le Burkina Faso peut compter sur l'accompagnement des bailleurs de fonds afin de rendre disponible du sang sûr aux populations. Nous apportons un appui technique pour tout ce qui est directives, orientation sur comment traiter le sang, comment le collecter, comment le traiter. L'OMS donne des informations de ce genre au CNTS et nous allons poursuivre ce partenariat. La célébration de cette journée mondiale du donneur de sang a été mise à profit pour inaugurer le centre régional de transfusion sanguine de Gawa. Vous savez que c'est une région qui est quand même assez reculée et le centre de transfusion le plus proche, c'est Bobo-Dioulasso. Donc il était de bon temps que nous voyons dans quelle mesure mettre en place ce centre de transfusion pour soulager en fait ces régions. Avec la présence du centre de transfusion, nous avons d'autres produits spécifiques qui sont vraiment utilisés dans le centre hospitalier régional de Gawa. Au cours de cette commémoration, 5 personnes ont été décorées, tandis que d'autres particuliers et autres associations et institutions ont reçu des prix et des attestations pour leur engagement dans la collecte des poches de sang. Un déplacé interne, une CNIB, c'est le nouveau projet de l'Office national d'identification en concertation avec les autorités concernées. Pour ce faire, une rencontre a été initiée ce 19 juin dans les locaux de l'ONI. Les détails avec Issa Kafando et Marguerite Douagno. Quel processus adopter pour permettre aux personnes déplacées internes de disposer d'actes de naissance et de cartes nationales d'identité burkinabé fiables pour mener à bien les actes de la vie civile? C'est l'objet de cette concertation entre les ministères en charge de la question et l'Office national d'identification qui trace les sillons du mode opératoire pour l'obtention de ces documents civils. À l'issue d'une rencontre précédente qui a réuni l'ensemble des acteurs impliqués, une suggestion forte avait été faite, à savoir un déplacé interne, une CNIB. Il est bon déjà qu'au niveau étatique,
le processus soit clairement défini de façon consensuelle entre les acteurs. Si cela est fait, je reste convaincu que nous aurons les moyens de réaliser ce projet. Pourquoi? Parce que déjà, en collaboration avec des acteurs comme l'UNICEF, comme le PNUD, comme l'Union européenne, comme l'USAID, des actions de délivrance de documents d'état civil et de cartes nationales d'identité ont été déjà faites au profit des personnes déplacées internes. Mais ces actions butent sur l'absence de concertation entre acteurs qui entraîne justement la multiplicité des rejets des demandes en carte nationale d'identité. La région du centre est la principale concernée, en ce sens qu'elle compte un nombre élevé de déplacés internes. Si on arrive à mettre en œuvre ce projet, ça va permettre à ces personnes de procurer de l'ensemble de ces documents. Un appel est donc lancé au gouvernement burkinabé ainsi qu'à ses partenaires pour une meilleure prise en compte des déplacés internes en ce qui concerne les documents civils. Dans la COSI, les déplacés internes sont plutôt initiés à la formation en production de fumier organique et des fondements de l'agriculture. Une formation de 72 heures sanctionnée par une remise de kits de production à 90 personnes. Le témoignage de Naba Dabiré et Draman Asso. Du matériel agricole en appui à 90 ménages déplacés internes de la province de la COSI, c'est un don de l'ONG ECO pour l'Afrique de l'Ouest. Cette remise de kits de production agricole fait suite à 3 jours de formation de ces 90 bénéficiaires dans la fabrication de fertilisants bio et sur les fondements pour l'agriculture. Il est prévu un espace d'exploitation. Donc ils seront équipés, mais aussi donc encadrés dans la formation. Parce qu'au niveau d'ECO, nous disons que le volet secours est un aspect. Quelqu'un qui est en détresse, on lui apporte ponctuellement quelque chose à manger. Mais au-delà de cela, il faut donner à cette personne la capacité de se prendre en charge. Et c'est ce que nous appelons la réhabilitation. Et c'est justement dans le cadre de notre programme de réhabilitation que nous avons initié ce programme-là. Ils nous ont vraiment aidés. Nous avons toujours besoin d'aide. Nous sommes démunis suite à notre déplacement. Après la saison des pluies, c'est le manque d'eau. Donc ils ont promis des puits. Nous allons bien travailler. Selon les autorités provinciales, la COSI accueille plus de 10 000 personnes déplacées internes du fait de la crise sécuritaire. Cet accompagnement de l'ONG ECO vient soulager les services publics en charge de l'action humanitaire. L'État seul ne peut pas tout faire. C'est vrai que l'insécurité que nous vivons aujourd'hui, il y a de plus en plus assez de PDI à notre niveau. Donc c'est des ONG qui décident de nous accompagner, que ce soit en matériel agricole, que ce soit en besoins alimentaires, nous ne pouvons qu'applaudir et dire merci. En plus du secours humanitaire dans la boucle du Moun, l'ONG ECO accompagne également les fermiers dans le domaine de la production agricole. Les déplacés internes, conséquence de la crise sécuritaire que vit le pays, une crise étant à l'origine de l'effritement de la confiance entre plusieurs composantes de la société. Pour y remédier, le gouvernement met en place le projet dit Confiance. Il s'est exécuté sur une période de 27 mois dans le Nord et dans le Sahel. Il est aujourd'hui à l'heure du bilan et des recommandations. La cérémonie de clôture de ce 17 juin avec Bernard Koumbelem et Pascal Kani. Confiance, c'est le nom de ce projet qui s'inscrit en droite ligne dans la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Un projet qui vise justement à instaurer un climat de confiance entre la population et forces de défense et de sécurité d'une part et population et administration d'autre part. Le Burkina Faso fait face depuis quelques années à une multiplication d'incidents sécuritaires, de tensions sociales et de conflits communautaires. Cette situation engendre plusieurs conséquences, dont l'une des plus dramatiques est la rupture de la confiance entre les différentes composantes de la société. Le système des Nations Unies au Burkina Faso vient en appui au dit programme à travers notamment le projet Confiance. Confiance est financé par le Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix à plus de 2 millions de dollars. Il est mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM et le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce projet, faut-il le rappeler, est financé par le Fonds de consolidation de la paix. C'est un fonds alloué par le secrétaire général des Nations Unies
pour prévenir le déclenchement, l'intensification, la poursuite ou la récurrence des conflits. C'est très très important pour la consolidation de la paix au Burkina Faso. Pourquoi ? Parce que plus qu'il y a confiance entre l'administration et l'administré, plus on peut aussi parler d'une cohésion sociale. C'est en mai 2021 que le projet a pris fin après 27 mois de mise en œuvre. L'administration burkinabé espère capitaliser les résultats de ce projet afin de maintenir le contact et la collaboration avec les populations des zones d'intervention. À Soriane et Bolimbar, dans la commune de Dano, s'exécutent des travaux d'électrification. Il s'agit précisément d'une centrale solaire hybride utilisant des batteries de stockage et un groupe électrogène. Le directeur général de l'ABER a effectué une visite terrain pour s'enquérir de l'avancement des travaux. Constat avec Kassoum Tony, équipe Sinana. Le directeur général de l'agence burkinabé d'électrification rurale à Bolimbar, dans la commune de Dano. Une visite guidée des installations de la centrale solaire photovoltaïque dont les travaux sont en cours. Batterie de stockage, groupe électrogène, panneaux solaires, tout le matériel technique est passé à la loupe afin de s'assurer de la livraison des infrastructures à bonne date. Il y a des localités où les travaux ont significativement avancé et nous sommes confiants donc que le travail pourrait être fini. Mais pour celles qui restent un peu à l'écart, compte tenu de l'hivernage, on a intérêt donc à doubler les efforts, de telle sorte que nous puissions finir les travaux avant que l'hivernage ne s'installe de façon définitive. Donc je dirais sentiment mitigé, mais confiant tout de même que nous pourrions donc respecter notre engagement, qui est de permettre aux populations de bénéficier de l'électricité d'ici la fin décembre. Ces travaux entrent dans le cadre du projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire photovoltaïque. L'entreprise en charge de l'exécution technique des travaux ne doute pas de la qualité et de la capacité des installations. Vu la capacité des groupes, je vois que ça suffit largement. Parce qu'il y a un système qu'on va installer bientôt pour pouvoir permettre le démarrage automatique des groupes. Et dès que les batteries seront déjà au minimum et que les groupes vont prendre la relève, je crois que ça peut suffire largement. Le projet d'électrification rurale décentralisé par système solaire photovoltaïque est financé par la Banque islamique de développement avec l'appui de l'État burkinabé. Il couvre 41 localités dans cette région du Burkina. Un plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandéni. Il s'étend sur 5 années et propose des actions fortes à même de prendre en compte les préoccupations des bénéficiaires. Pour peaufiner la stratégie, les acteurs concernés se sont réunis à Bama ce 17 juin. Les détails avec Kassoum Milogo et Karima Sissé. Le barrage de Samandéni dispose désormais d'un plan d'action de gestion et de protection. Un plan dont les travaux de finalisation de validation ont été menés sous la houlette de l'agence de l'eau du Mouhoun. L'élaboration de ce document a été de concert avec tous les acteurs clés, de sorte à faciliter sa mise en œuvre optimale et efficace sur le terrain. Le plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandéni est prévu pour la période de 2021 à 2025. Il comporte 8 actions majeures. Ces 8 actions traitent notamment de la protection des berges. Il y a aussi des actions qui prennent en charge certains investissements au-delà des berges pour prendre en compte des préoccupations qui ont été soulevées sur le terrain. Il y a également des actions qui traitent du volet social. Le plan d'action de gestion et de protection du barrage de Samandéni se veut donc très ambitieux. Et au dit des différents intervenants, ce document augure d'un lendemain meilleur pour la survie du barrage les années à venir. Nous savons qu'avec déjà la police de l'eau de la région des Hauts-Bassins, il y a un travail important qui est en train d'être fait, parce qu'il y a des questions d'occupations illégales et anarchiques qui sont là. Et il y a aussi des éléments de conflits aussi qui sont là, mais qui permettraient bien sûr, avec les amendements qui ont été faits autour de ce plan d'action, d'apporter des éléments en tout cas de satisfaction. Avec la finalisation et la validation du plan d'action,
de gestion et de protection du barrage de Samandéni, c'est un pas important de franchi pour les acteurs chargés de sa mise en œuvre. Des acteurs qui comptent se mettre à l'œuvre dès l'instant. Les acteurs de la filière Sésame, eux, se familiarisent avec les réglementations commerciales et les opportunités du e-commerce. L'initiative vise à disponibiliser toutes les informations nécessaires en vue de leur permettre d'être compétitifs sur le marché. Lamine Karantao et Karim Sissé. La conquête du marché international exige le respect d'un certain nombre de mesures. Des mesures que les acteurs ignorent souvent, limitant ainsi leurs affaires. Et pour donner plus de chance aux acteurs de la filière Sésame dans la conquête du marché international, le projet Sésame, à travers le ministère en charge du commerce, a décidé de renforcer leurs capacités sur un certain nombre de modules. C'est un atelier qui va porter sur la réglementation en matière de commercialisation du sésame. Voilà, et également présenter les opportunités d'une stratégie qui est le e-commerce, voilà, pour l'accès au marché international. Et également demain, voilà, il sera question de présenter effectivement le certificat d'origine chinois pour l'exportation de nos produits, dont le sésame. Cette formation de 2 jours doit en principe, selon les initiateurs, permettre de mieux structurer la filière sésame et d'accroître substantiellement sa contribution dans la balance commerciale du Burkina. Une contribution qui se chiffre à plus de 361 milliards de francs CFA de 2015 à 2019. Oui, pour nous cela est important parce que c'est un certificat, c'est une opportunité, comme le disait tout à l'heure le représentant du directeur du journal, qui permet d'exporter le sésame vers la République de Chine, qui est l'un des premiers exportateurs à travers le monde, sans quota et ni taxe. Je ne sais pas si on réalise vraiment cette opportunité que cela offre à nos acteurs. Actuellement, le sésame est le 3e produit agricole d'exportation. Les acteurs entendent travailler à améliorer ces rangs les années à venir et à faire entrer plus de devises pour le pays. Cette autre filière qui est dans une flambée des prix depuis quelques années, laissant les consommateurs dans l'incompréhension totale. Il s'agit des œufs de pintade. En peu de temps, le prix d'achat est passé du simple au double. Et en cette période où la denrée refait surface, une de nos équipes a tenté de mieux comprendre la situation. Cap sur le tronçon Tita Sabou avec Gérard Sommet et Amandine Lalsaga. On n'hésite pas à courir ici, à perdre le souffle pour accoster les usagers avec la même rengaine. Chacune vante la qualité de ses œufs aux passants ici à Tita sur la nationale numéro 1. Des œufs de pintade vendus 10 à 1000 francs. Chaque matin, je pars dans les villages voisins et j'achète les œufs l'unité à 65 francs. Et je viens revendre ça à l'unité à 100 francs. Quand ça marche, ça va un peu. On gagne 3000 comme ça. Vendu 1 à 50 francs il y a quelques années, les prix des œufs de pintade ont grimpé au fil du temps, déplorent quelques usagers du tronçon Ouagabogo. Les œufs de pintade sont vendus aujourd'hui à Tita à 100 francs l'unité. L'année passée, c'était 12 à 1000 francs. Mais cette année, les vendeuses aussi augmentent le prix. C'est difficile. Au moins, si c'était à 50 francs, on pouvait avoir bénéfice. Mais ça, là, ça ne dépasse pas 1000 francs, ça ne dépasse pas 150. Et puis, il y a le soleil aussi. On n'est pas On s'approvisionne difficilement cette année. Beaucoup se sont déplacés à cause de l'insécurité, donc c'est compliqué. Moi, par exemple, j'achète les œufs à 75 francs l'unité, donc je ne peux pas vendre moins de 100 francs si je veux avoir un bénéfice. À chaque période des œufs de pintade, c'est le quotidien ici. Les automobilistes sont accostés par les vendeurs, souvent au mépris des règles de sécurité. C'est vrai qu'avec la voie, il y a souvent des accidents, mais on le fait par nécessité pour pouvoir nous occuper de nos enfants. Beaucoup de clients partent avec notre argent. Le travail est compliqué. Ils prennent les œufs, puis ils accélèrent pour partir. C'est pas facile, mais on fait avec.
Les œufs de Penta sont vendus à prix d'or cette année. Qu'à cela ne tienne, les vendeuses n'éprouvent aucune difficulté à écouler leurs marchandises. Dans l'actualité également, les coopératives de promotion de logement se solidarisent pour s'ériger en fêtière. Une fêtière dénommée Union nationale des coopératives d'habitat, avec pour objectif de promouvoir le logement décent aux travailleurs du public et du privé, surtout ceux à revenus modestes. Elle est conduite par Foussé Nikindo, qui en a décliné les grands axes à la presse. Le détail avec Bernard Koumbelem et Vincent Kendrobeo. Dans le secteur de l'habitat, une nouvelle organisation entre en scène. L'Union nationale des coopératives d'habitat a vu le jour en mai dernier et se présente comme la fêtière qui a pour vocation de regrouper l'ensemble des coopératives intervenant dans le domaine du logement sur tout le territoire national. L'Union se donne pour mission d'accompagner les autorités du Burkina Faso dans la promotion du logement décent à travers la formulation de propositions concrètes pour réussir la politique de l'urbanisme et de l'habitat et aussi participer d'un point de vue matériel à la réalisation des 40 000 logements visés dans le programme national de construction de logements. Quoique intervenant dans l'immobilier, l'Union nationale des coopératives d'habitat n'est pas à confondre avec une société immobilière. Précision des responsables de cette organisation qui poursuit un but purement et simplement social. La société immobilière, c'est une société de droit commun qui fait du business. Ne nous confondons pas aux sociétés de promotion immobilière parce que la coopérative n'a pas vocation de faire du bénéfice, elle n'a vocation que de faire du social et donc de permettre aux populations à faible revenu, surtout aux jeunes travailleurs du privé comme du public et qui n'ont pas souvent accès à des mécanismes bancaires de pouvoir accéder à un logement décent. L'Union nationale des coopératives d'habitat compte 5 coopératives membres fondatrices venant de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fadangourma et Samba, dont la coopérative des journalistes et communicateurs dirigée par Fousseni Kindo. L'Union reste ouverte à l'adhésion de toute autre coopérative qui s'accorde avec ses principes. Et la nouvelle organisation voudrait aussi être une force de proposition d'idées dans ce contexte de réforme foncière. Première journée scientifique pour le Centre d'études et de recherche sur la délinquance financière et la criminalité. L'intérêt se porte sur le délit d'apparence dans ses enjeux et les défis de la répression. L'objectif étant de contribuer au renforcement du dispositif institutionnel et juridique. Nous voyons cela avec Arasmane Zoundi et bienvenue Tansa. C'est un rassemblement de chercheurs du milieu judiciaire et économique, du monde universitaire et de la société civile sur l'initiative d'un nouveau-né des organisations de la société civile, le CERCOFI, le Centre d'études et de recherche sur la délinquance financière et la criminalité organisée. Axé sur les délits d'apparence, cette journée scientifique se propose de faire l'état des lieux de la répression au niveau des juridictions. Il s'agit également de proposer des pistes pour lever les barrières autour du dispositif de répression du délit d'apparence au Burkina Faso. Il s'agit de réfléchir sur cette infraction qui a été consacrée, comme vous le savez, en 2015, juste après l'insurrection populaire, et qui permet de réprimer toute personne qui est à la tête d'un patrimoine qui ne peut justifier au regard de ses revenus légaux. Alors donc 5 ans après l'adoption de ce texte-là, il y a des difficultés pratiques, aussi bien au niveau des juridictions qu'au niveau des autorités de lutte contre la corruption. Le problème qui se pose, c'est que ça suppose d'abord une investigation au préalable pour pouvoir mettre en cause par rapport à cette question. C'est une apparence. Et donc, cette apparence-là suppose que l'on puisse avoir un certain nombre d'éléments avant de l'engager. Sinon, on tombe dans la délation et on tombe dans l'accusation calomnieuse. L'objectif ici étant de contribuer à améliorer le fonctionnement du pôle judiciaire économique et financier chargé de réprimer le délit d'apparence. Ces acteurs ont pour mission de sortir des recommandations pertinentes à même de guider aussi bien le ministère en charge de la justice que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption.
Dans un tout autre registre, on parle du mannequinat, une industrie qui s'impose et qui veut faire du secteur de la mode un domaine économiquement viable. S'inscrit dans la dynamique Autorité HD ou Issa Traoré à l'état civil. Depuis 6 ans, il a mis en place une agence dont le rôle est de produire des mannequins. Daouda Ouattara est bienvenu dans ça. Il se fait appeler Autorité HD. Issa Traoré est de ceux-là qui tentent de faire de Bobo Dioulasso un vivier de mannequins professionnels. Depuis 6 ans, son agence dénommée Faso Fashion s'investit dans la formation de nombreux amateurs de ce secteur de la mode. L'idée, c'était d'amener la mode sur le plan mannequinat à Bobo, qui était déjà là. Et ma vision, c'était de faire développer plus. Avant de mettre sur pied son agence, qui compte à ce jour une vingtaine d'apprenants, Autorité HD a dû passer aux mains de différents coachs professionnels, certains de renommée internationale. À chaque événement de défilé de mode, il y a des formations. Et c'est des formations professionnelles. C'est des coachs professionnels qui viennent coacher. Donc c'est des formations comme ça, de gauche à droite, qui nous ont un peu forgés. Sur ce terrain d'emprunt situé en plein centre-ville, les entraînements ont lieu une fois par semaine et 2 durant les vacances pour sortir des jeunes à même de valoriser les produits de l'industrie de la mode. Les entraînements se passent très bien. Il y a une bonne concordance entre les mannequins et les coachs aussi. Ils nous apprennent de nouvelles choses et on apprend aussi les uns des autres. Ça fait bientôt 1 année et demie que je suis à Faso Fashion. Je dirais que tout se passe à merveille ici. Surtout qu'on a des coachs vraiment qui sont pétris de talent. À Bobo Dioulasso, il n'est pas toujours évident de trouver des mordus du mannequinat. Faso Fashion est donc obligé de composer avec des mannequins alternatifs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas forcément conformes aux standards de l'industrie en termes de taille, de poids ou de beauté. Faso Fashion, ce n'est pas que la formation de mannequins. Plusieurs chefs d'entreprise ont réussi à soigner leur posture après avoir reçu des cours auprès de ces encadreurs, nous ont-ils confié. Dernier titre de l'actualité, aveugle et violoniste, c'est le cas de Sibi Zongo, initié à l'instrument depuis son bas âge. Aujourd'hui, il excelle dans le domaine et a même remporté un Koundé de la meilleure inspiration traditionnelle. Que devient-il une dizaine d'années après ce sacre? Rasmane Zoundi et Amandine Lalsaga sont allés sur ses pas. C'est une figure bien connue dans les cabarets et gargotes populaires de Koudougou et banlieue. L'artiste joue à merveille le violon, chante les louanges des clients de passage contre quelques pièces d'argent et calebassé de l'eau, la bière de mille locale. Ici, tout le monde connaît Sibi Zongo. Aujourd'hui, plus que sexagénaire, il pratique son art dans sa localité depuis une trentaine d'années. Voilà, il a senti notre louange et puis c'est propre. Voilà, si c'est ça, c'est pas aujourd'hui qu'on s'est connu, c'est depuis longtemps, puis que tout le temps il sent bien. On est né, on a grandi, on a vu avec son travail. Vraiment, on est content c'est tout ce qu'il fait. Mais même avec tout aujourd'hui, tout ce que nous ne connaissons pas, il y a des mots que nous ne connaissons pas, il nous montre un peu aussi. C'est que dans son chanson, on voit tout dedans. Donc tout le temps, on peut dire que non, il n'a qu'à avoir longue vie toujours. Aveugle de naissance, le violoniste a développé une étonnante faculté de mémorisation qui fait de lui une véritable bibliothèque ambulante. En juin 2020, j'ai pu soutenir mon mémoire. Je me suis rendu compte que dans les chansons de Sibi Zongo, il va au-delà des figures de rhétorique qu'on a l'habitude de voir dans les chansons traditionnelles, ou du moins on a aussi l'habitude de voir au niveau des poèmes classiques. Sibi Zongo, au-delà des figures de rhétorique, fait allusion aussi à ce qu'on appelle habituellement l'esthétique traditionnelle négro-africaine. Les gens se sont posé la question, comment ces derniers arrivent à faire des chansons plus poétiques que ceux qui ont fait la poésie écrite. Assurément, l'artiste inspire au-delà des cabarets et intéresse même le monde universitaire. Cela ne change pas pour autant son quotidien. Pour Sibi Zongo, les jours se suivent et se ressemblent.
Et la ronde des cabarets se termine en fin de journée avec une recette d'environ 1000 francs CFA. J'ai eu 1200 francs, de la cola et quelques calebassés de l'eau. La recette est bonne aujourd'hui. On a assez pour le carburant de la moto. Il arrive souvent qu'on retourne à la maison à la marche. Il y a de cela environ une décennie cependant, à la faveur de la cérémonie des Koundé de 2012, la récompense du monde de la musique, le violoniste et chanteur de cabaret de Koudougou a été propulsé sous les feux de la rampe, décrochant au passage le Koundé de la meilleure inspiration traditionnelle en featuring avec l'artiste Moké. Après avoir reçu le Koundé, je pensais m'en sortir avec de grands concerts dans les grandes villes du pays. Mais hélas, mon rêve a été de courte durée. Je suis toujours là à faire le tour des cabarets pour survivre avec ma famille dans la zone non lotie. L'espoir a été de courte durée. Le temps que les lumières de Koundé s'éteignent, l'achantement d'une nouvelle carrière avec Strat et Payet s'est aussi estompé, laissant place à un quotidien de difficultés dans lequel la question de survie reste l'objectif principal. L'artiste a à sa charge une épouse aveugle comme lui et 4 enfants à nourrir, à vêtir et à scolariser. Il n'a pas pour autant renoncé à son art. Et de son répertoire, il a concocté un album d'une dizaine de titres et cherche producteur. En attendant ces jours heureux, Sibi Zongo continue d'apporter de la joie dans les cabarets pour le bonheur des populations qui fréquentent ces lieux. Vivement un coup de pouce à l'artiste et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Je vous souhaite un très bon week-end sur la RTB et à demain, Dieu voulant. Bonsoir.